Bonjour, Son Excellence. J'espère que vous allez très bien avec Merci tout le beaucoup. travail que vous êtes en train de faire, courir de gauche à droite. Très bien, merci beaucoup. Super. Madame la ministre, la RDC revient au premier plan de la diplomatie mondiale, au-delà du symbole même de cette présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Quel changement d'image la RDC souhaite-t-elle construire auprès de la communauté internationale? L'image d'un pays qui est un agent du changement, pas seulement pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts du monde. Je pense que pour nous, il est très important de voir qu'il y a tant de choses qui se sont faites au monde avec et grâce au Congo, mais pas nécessairement avec la voix du Congo. Et donc, nous voulons vraiment transformer tout d'abord la manière dont nous-mêmes nous voyons en tant que Congolais, et la manière dont le monde nous voit et nous regarde, pour aussi changer les dynamiques dans nos interactions avec le reste du monde. Le Conseil de sécurité n'est qu'un aspect de cela. Si on veut le prendre de manière beaucoup plus holistique, nous sommes en train de travailler au niveau du ministère des Affaires étrangères sur notre première politique extérieure de la République démocratique du Congo. Et en fait, c'est le document, si vous voulez, le premier, et il y aura certainement des versions améliorées au fur et à mesure, mais c'est le premier document, en fait, où nous voulons prendre le recul nécessaire pour dire, OK, 2026, où sommes-nous? Où est le monde? Où voulons-nous aller? Et on se rend compte, en fait, quand on regarde d'un point de vue de l'économie, par exemple, qu'il n'y a aucune révolution industrielle qui s'est faite sans la RDC, sans une matière qui venait de la RDC, mais toujours sans la RDC à la table. Nous sommes un pays indispensable à toutes les transformations économiques du monde. Maintenant, nous devons devenir une puissance incontournable. Indispensable, on vient chez vous, on vient puiser chez vous. Incontournable, on vient vous parler pour avoir accès. Et ça, c'est la transformation que nous visons pour le Congo. Le Congo doit être incontournable. Nous devons assumer pleinement notre potentiel, notre puissance et notre rôle d'agent. Et vous pensez que la RDC s'approche à ce pays qui devient incontournable? Tout à fait. Tout à fait. Nous le voyons par le fait que nous sommes de plus en plus sollicités par de nouveaux partenaires. Vous savez, ce sont peut-être des détails qui échappent aux uns et aux autres, aussi parce que ça ne se partage pas vraiment sur la place publique. Mais en tant que ministre des Affaires étrangères, je vois toujours un peu le baromètre. Exactement, ce que personne On entend tel pays n'a pas de représentation diplomatique, mais voudrait ouvrir une ambassade. Ça vous dit déjà, on s'intéresse. Vous savez que telle ambassade, avant, c'était juste un ambassadeur et un assistant et un chauffeur. Ensuite, un jour, vous voyez cet ambassadeur, il est accompagné de 2-3 nouveaux diplomates. Et vous dites, ah bon? Et là, on voit, ce sont des petits indicateurs qui vous montrent que l'intérêt est en train de grandir, la présence diplomatique est en train de grandir. Ça, ce sont vraiment des petits indicateurs. Évidemment, il y a d'autres indicateurs, les échanges que j'ai avec mes partenaires, les échanges que j'ai avec mes homologues. Mais aussi les discours que nous tenons, les priorités que nous inscrivons dans nos relations économiques avec d'autres pays, montrent justement à quel point nous assumons cette position et à quel point nous la défendons, et aussi à quel point elle est attendue d'autres pays. Donc ce n'est pas quelque chose, certes, il y en aura toujours quelques-uns qui vont se sentir menacés, mais en fait, c'est quelque chose aussi que beaucoup de pays saluent. Attendent avec impatience de voir justement un Congo proactif, dynamique, qui est agent de changement et partenaire dans des grandes transformations économiques ou dans des grands partenariats qui contribuent à une reconfiguration de certaines réalités. Exactement, c'est très important. La réunion Formule ARIA sur les ressources naturelles, Son Excellence a placé les minerais stratégiques au cœur du débat international, au-delà des discussions à New York, on vous a vu à New York. Comment faire en sorte que les richesses naturelles de la RDC profitent davantage aux communautés locales, au développement du pays? C'est la question que beaucoup de Congolais se posent aujourd'hui. Je sais que c'est une question qui est tout à fait légitime parce que nous sommes un pays extrêmement riche, mais on a parfois un grand écart, si vous voulez, entre les richesses du pays et la richesse du Congolais lambda et de la Congolaise lambda, évidemment. Mais vous voyez, nous avons aussi la richesse et l'avantage d'avoir un chef de l'État
éclairé qui fait de cela sa priorité, qui fait justement la richesse et le bien-être du Congolais et la paix sociale du Congolais et du Congo, sa priorité et par extension évidemment la priorité du gouvernement qui est sous la conduite de la Première ministre. C'est justement de voir comment est-ce qu'on transforme cette richesse en une richesse plus large, plus accessible. Et ça, c'est déjà en transformant nos modalités, si vous voulez, d'exploitation, qui pendant très longtemps étaient des modalités d'extraction. Ça veut dire, si on prend l'exemple, on parle toujours de mines et tout ça, parlons par exemple du bois. Parlons du bois. Le bois congolais qui est exporté et avec lequel on fait des meubles partout au monde, mais vous avez très peu de production de meubles locales à un degré ou à un standing, si vous voulez, qui nous permettrait par exemple d'exporter nos propres productions locales. Donc si on regarde cette filière, c'est justement ça. C'est une richesse naturelle. Le fait que nous ayons tant de forêts, que nous pouvons les exploiter partiellement, évidemment de manière responsable, avec du reboisement, etc., mais aussi les exploiter de manière à ce qu'on n'exporte pas juste le bois. Alors on le traite sur place, n'est-ce pas? On crée justement les infrastructures nécessaires pour le traiter, on a les machines nécessaires, on forme les Congolais et les Congolaises, on forme des gens dans le design. Et là, tout à coup, vous voyez que l'assiette grandit. Parce que vous faites d'un produit une vingtaine de sous-produits ou de sous-filières. Et c'est comme ça que d'une chose, vous grandissez, si vous voulez, l'empreinte de ce produit, de cette ressource, de cette matière première. Et donc, à travers cette plus grande empreinte, vous avez un capital humain qui est enrichi parce que votre population est formée. Vous avez aussi un capital économique parce que les gens contribuent, les gens sont formés, les gens arrivent à consommer localement. Et donc, c'est ça l'idée. Quand on parle de richesses qui sont congolaises, mais qui doivent l'être davantage, la priorité du chef de l'État, c'est justement là. Ajouter de la valeur sur place, avec notre plus grande valeur. Et notre plus grande valeur, ce n'est pas le bois, ce n'est pas le coltan, c'est le et la congolaise congolais. L'humain. C'est l'humain. Et donc, c'est là où on doit mettre le plus de valeur, ajouter le plus de valeur, et vous allez voir que la richesse aussi va s'accroître. Et c'est ça la vision, justement, pour voir comment est-ce qu'on transforme nos modalités de production et nos modalités économiques pour en avoir qui sont davantage diversifiées. Donc, on ne se focalise pas seulement sur certains secteurs, mais même dans ces secteurs. On entre dans des sous-secteurs, dans des sous-domaines, et on crée des chaînes de production qui sont plus larges et qui ont de cette manière plus d'espace pour plus de personnes. La RDC, Madame la Ministre, compte une importante diaspora à travers le monde, je ne vous apprends rien. Face aux tensions et aux actes xénophobes qui touchent des Africains en général, mais notamment les Congolais en particulier, où en sommes-nous avec l'aide de ces Congolais qui sont là-bas, qui continuent à nous appeler matin, midi, soir pour nous demander, certains qui n'ont même pas une information quelconque de ce que le pays ou leur ambassade peut faire pour eux? Est-ce que vous parlez d'une situation particulière, d'un pays particulier? Je sais qu'il y a eu récemment beaucoup d'appels, surtout provenant de l'Afrique du Sud. Donc je vais peut-être me pencher là-dessus, même si nous essayons de répondre aussi autre part. Mais par rapport à la situation de l'Afrique du Sud, évidemment, c'est quelque chose que nous suivons et que nous avons suivi avec beaucoup de préoccupation. Nous avons aussi toujours eu un échange direct et franc avec nos homologues et nos partenaires sud-africains, que ce soit à mon niveau avec mon homologue ou que ce soit au niveau de notre ambassadeur. Et donc, nos messages de préoccupation ont été reçus, relayés. Nous avons aussi reçu plusieurs assurances que le nécessaire serait fait pour protéger et préserver les vies de Congolais et de Congolaises. Mais en même temps, on ne peut pas se voiler la cache. Se voiler la face. Voiler la face, excusez-moi, c'est une longue journée. Ouais. Voiler la face, quand nos populations se sentent quand même dans une insécurité, malgré les assurances. Et c'est la réalité dans laquelle on se trouve.
qu'on voit aussi avec d'autres ressortissants africains. Il y a un travail qui s'est fait et qui continue à se faire. Moi, je suis très, très contente de voir que nous avons pris le temps et le recul nécessaire pour faire ce travail correctement. Nous allons accueillir, malheureusement, je ne serai pas là pour le faire moi-même, mais nous allons accueillir dans les prochaines 24-48 heures un premier groupe de ressortissants congolais venus de l'Afrique du Sud. Il devrait être à 140 plus ou moins. Et donc, c'est le premier groupe qui revient. Nous sommes en échange constant via notre ambassade avec la communauté pour évidemment continuer à évaluer les besoins. Je pense que nous aurons encore un ou deux tels mouvements similaires, de rapatriement similaires, d'une envergure à peu près similaire à cette première échéance de 140, peut-être 150 ressortissants qui reviendront. C'est toute une logistique qui doit se mettre en place. C'est une logistique par rapport à l'identification sur place, c'est une logistique par rapport à leur rapatriement, mais c'est aussi une logistique par rapport à leur retour et leur réintégration. Et donc, on voit que notre appareil diplomatique doit aussi être modernisé par rapport à cela. On a hérité aussi de pratiques et de priorités diplomatiques, si vous voulez, qui n'ont pas toujours été actualisées. Et donc, si peut-être il y a plusieurs décennies, la diaspora était quelque chose d'un peu lointain, d'un peu abstrait, maintenant nous nous rendons compte à quel point elle compte pour nous. Nous nous rendons compte aussi à quel point ça compte. Donc ça veut dire que pour nous, en tant que ministère des Affaires étrangères et de la diaspora congolaise, nous devons aussi, dans l'avenir, avoir des budgets plus costauds pour être aux côtés de notre diaspora. Pas seulement pour des évacuations, mais pour les encadrer, pour les accompagner, pour des activités sociales. Les ambassades, moi, mon rêve, c'est de ne pas avoir des ambassades où on va seulement pour des questions administratives. L'ambassade, c'est le chez-soi loin de chez soi. Exactement. Donc, elles doivent aussi être en mesure de jouer ce rôle fédérateur de nos communautés, de créer aussi des plateformes d'échange, de rencontres intergénérationnelles, pour notre jeunesse qui grandit peut-être loin du Congo, mais quand même avec le pondu et le riz dans leur assiette de lundi à vendredi. Donc, ils ont le Congo dans leur ventre, mais ils n'ont jamais été. Quel est le rôle de l'ambassade? Exactement, très important. Accompagner, encadrer notre diaspora. Et donc, nous sommes aussi dans une réflexion de voir comment mieux outiller notre diplomatie pour répondre à cette réalité et à cette richesse aussi. La diaspora est une richesse énorme pour la République démocratique du Congo. Dans ces compatriotes qui vont revenir de l'Afrique du Sud, il y en aura beaucoup, si pas tous, qui travaillent ou qui ont travaillé là-bas, qui ont appris des métiers, qui parlent couramment anglais. Oui, effectivement. C'est une richesse. C'est une richesse. Je finis avec ma dernière question. Son Excellence, alors que le président Félix Tshisekedi doit présider prochainement un débat de haut niveau sur la gouvernance même des ressources naturelles, quel message la RDC souhaite-t-elle laisser à l'histoire à travers cette présidence du Conseil de sécurité? Alors, nous aurons deux présidences. Nous avons celle de juillet 2026. Nous en aurons une deuxième en novembre 2027. Je pense que nous avons plusieurs messages, évidemment, à laisser, surtout quand on y passe que toutes les 30 années. On essaye quand même d'avoir, de maximiser, mais aussi de repenser ces structures qui nous limitent d'une telle manière. Mais pour nous, ce sera vraiment une priorité, comme je l'ai dit auparavant, de mettre en exergue le rôle de la République démocratique du Congo comme un pays qui contribue de manière positive à toutes ces discussions et à tous ces défis auxquels le monde est confronté quand il s'agit de la paix et de la sécurité au monde. La question des ressources naturelles est très, très importante pour nous, mais je veux quand même commencer avec le premier événement qui a ouvert le bal de notre présidence au Conseil de sécurité, l'activité de son Excellence Madame la Première ministre sur les violences sexuelles liées au conflit. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important dans notre contribution au travail du Conseil de sécurité. Oui, nous parlons des vecteurs, oui, nous parlons de tout ce qui alimente les conflits. Nous parlons des conflits dans leur expression la plus brutale et la plus inhumaine plutôt. Mais en même temps, nous le faisons toujours avec le même point de départ en République démocratique du Congo. On pense d'abord aux survivants.
On pense aux Congolais et aux Congolaises qui sont en train de vivre cela durant des décennies. C'est notre point de départ. C'est un point de départ humain. Il humanise notre travail. C'est notre rappel et notre devoir de mémoire perpétuel. Même quand on parle de ressources naturelles, le point de départ, c'est toujours le jeune garçon congolais, la jeune fille qui ne peut pas aller à l'école. C'est la femme qui est violée et qui doit voir comment ses enfants aussi risquent de vivre le même supplice. C'est notre point de départ, c'est notre point de chute, toujours. Et donc, nous voulons participer à ces grandes discussions comme acteurs qui contribuent aux solutions, mais acteurs qui contribuent aux solutions aussi parce que nous sommes animés par un humanisme sincère et authentique. Nous ne sommes pas là pour faire de la comédie. Nous savons de quoi nous parlons, et c'est pour cela que quand nous parlons, on nous écoute. Nous parlons avec autorité, parce que nous portons avec nous la vérité du peuple congolais, mais qui est aussi une vérité humaine, qui ne se limite pas à la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que quand on parle, on nous écoute, parce que beaucoup se reconnaissent dans ce que nous disons. Et c'est ce que nous allons léguer au Conseil de sécurité et continuer à faire, même au-delà du Conseil de sécurité. Ce n'est pas juste un passage de 2 ans et ensuite ce sera oublié. Je pense que pour nous, c'est un nouveau chapitre, on en a parlé auparavant, de redéfinir notre diplomatie, qui nous sommes au monde et pourquoi est-ce que nous voulons être connus. Et ça, c'est un des chapitres qui contribuent de manière considérable. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui s'écrivent autre part. Et c'est la responsabilité de notre diplomatie et nous veillons à ce que cela se fasse. Madame la ministre, merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé encore une fois. Merci à vous.